Mon entreprise m'a licencié avec un chèque de 500 $, mais a donné au neveu du patron une indemnité de 85 000 $. Mais ensuite, mon brevet s'est vendu pour 1,8 million de dollars, et le FBI a perquisitionné leur bureau. Maintenant, ils m'appellent, en suppliant pour avoir de l'aide. Que dois-je faire? Ils m'ont remis une lettre de licenciement le vendredi après-midi, pendant qu'Austin Sterling recevait les clés d'un Silverado de fonction. La même heure. Le même bâtiment. J'avais 18 ans d'ancienneté chez Sterling Automotive. Il en avait 18 jours. Je m'appelle Frank Walsh. Je suis hétéro, j'ai 47 ans, et jusqu'à 15h30 vendredi dernier, j'étais ingénieur de production principal chez Sterling Automotive System, ici, à Détroit. Je dis j'étais, car tout a changé, quand je les ai regardés célébrer la promotion de ce gamin dans le parking, pendant que la sécurité attendait pour m'escorter vers la sortie. La salle de conférence sentait le café brûlé, et les mensonges d'entreprise. Nous étions 23 assis là, tous âgés de plus de 40 ans. Tous victimes d'une restructuration, chassés de postes que nous occupions depuis des décennies. Brad Sterling se tenait en bout de table, dans son costume à 4 000 $, parlant d'efficacité opérationnelle et de positionnement concurrentiel, comme s'il lisait un manuel d'école de commerce. Frank, vous avez été un précieux collaborateur pour notre équipe, a-t-il dit, en faisant glisser l'enveloppe Kraft sur la table en acajou. Mais Sterling s'oriente vers une structure organisationnelle plus agile. Agile, c'est le jargon d'entreprise pour dire « nous avons trouvé des gens qui ont la moitié de votre âge, et qui travaillent pour la moitié de votre salaire. » J'ai ouvert l'enveloppe. Lettre de licenciement, dernier chèque de paie, et une indemnité de départ de 500 $ pour 18 ans de service. J'apprécie votre compréhension, a poursuivi Brad. Nous sommes convaincus que cette transition positionnera Sterling pour une croissance soutenue, dans le paysage automobile en pleine évolution. J'ai hoché la tête, je me suis levé, et j'ai marché vers la porte. Derrière moi. Je pouvais l'entendre passer déjà à la victime suivante. Oh, et Frank, a lancé. Brad, la sécurité vous assistera lors de votre transition, procédure standard. Procédure standard, comme si j'étais une sorte de menace pour la sécurité. Après 18 ans de présence parfaite, et 0 sanction disciplinaire. Dans le couloir, je suis passé devant la salle de pause, où ils avaient organisé une fête de bienvenue. Des ballons, un grand gâteau, du café dans de vraies tasses, au lieu de ces gobelets en polystyrène que nous utilisions depuis la dernière coupe budgétaire. Tout ça pour Austin Sterling, le neveu de Brad, 25 ans, avec son MBA de l'Université d'État du Michigan, et ses idées sur l'optimisation synergique. Le gamin se tenait là, dans son pantalon kaki repassé et son polo de l'entreprise, serrant la main des chefs de service, et prenant des selfies à côté d'une banderole qui disait « Bienvenue dans l'équipe Sterling ». Il était ici depuis 18 jours, en tant que stagiaire en gestion, et il le traitait comme la réincarnation d'Henry Ford. Williams, le gardien de sécurité, m'a accompagné jusqu'à mon box. Un type bien, un ancien de la marine. Nous parlions de voitures et d'histoire militaire, pendant ces rondes. Désolé pour ça, Frank, a-t-il dit doucement. Les ordres viennent d'en haut. Je sais, Williams, tu fais juste ton travail. J'ai vidé mon bureau méthodiquement, les photos de mon fils Ethan lors de ses matchs de baseball au lycée, les manuels techniques que j'avais rassemblés au fil des ans, une tasse à café que Sarah m'avait offerte avant le divorce avec l'inscription à l'ingénieur le plus passable du monde, et la petite clé dynamométrique de bureau que j'utilisais comme presse-papier, calibrée à exactement 15 livres-pieds. J'ai ajusté le réglage sur la pression maximale. Une vieille habitude de mes années chez les marines. Quand le stress s'accumule, vous vérifiez votre équipement. En marchant vers le parking, je suis passé devant le panneau d'affichage des
Employé. Placé juste à côté des rappels de sécurité et des avis de réunion. Syndical, il y avait la fiche biographique d'Austin Sterling. Une licence en administration des affaires, et des stages dans 2 cabinets de conseil. Différents. Aucune véritable expérience de fabrication, aucun temps passé sur un site de production, aucune graisse sous les ongles, mais il avait le bon ADN. Je me suis assis dans mon F-150 pendant peut-être 10 minutes, moteur éteint, regardant à travers les fenêtres du hall, pendant qu'ils prenaient des photos de groupe avec leur garçon en or. L'écran de calibrage de ma clé dynamométrique clignotait avec des avertissements rouges, mais j'ai continué à tourner la molette de réglage. Clic. 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 Mon téléphone a vibré, un texto d'Ethan. Papa, j'ai entendu parler des licenciements aux infos. Ça va? Un gamin intelligent, 16 ans, en première au lycée de Birmingham, joueur vedette de l'équipe de baseball, un élève au tableau d'honneur, prévoyant d'étudier l'ingénierie au Michigan, tout comme son vieux l'avait fait il y a 25 ans. Avant que je passe 12 ans chez les Marines, avant que j'épouse Sarah, avant le divorce, avant que Sterling Automotive ne devienne toute ma vie. J'ai répondu par texto, ça va. À la maison bientôt. Mais je n'allais pas bien. L'indemnité de départ ne durerait pas 2 mois. Les allocations chômage couvriraient peut-être 60% de mes dépenses de base. Je devais penser au fonds pour les études universitaires d'Ethan. J'avais économisé $18 000 jusqu'à présent. Loin, très loin d'être suffisant, pour payer les frais de scolarité dans l'État pour une école décente. Sarah et moi partagions la garde à 50-50e depuis le divorce il y a 4 ans, mais elle avait clairement fait comprendre que l'avenir d'Ethan reposait sur mes épaules. C'était de bonne guerre. J'étais l'ingénieur. J'étais censé être celui qui avait le sens pratique. Je suis rentré chez moi, à mon appartement de Southfield. Une seule chambre, propre, et organisée selon des spécifications militaires. Chaque chose à sa place. L'atelier que j'avais installé dans le garage était ma véritable maison, cependant. Des établis alignés avec des outils de précision. Des appareils de mesure, des équipements de diagnostic, et un poste de travail informatique avec un logiciel de chaos, que j'avais acheté moi-même, parce que les systèmes de Sterling avaient 10 ans de retard sur les normes de l'industrie. C'est là que j'avais développé la chose qui allait tout changer, bien que je ne le savais pas encore. Cette nuit-là, je me suis assis dans le garage, recalibrant chaque équipement que je possédais. Clé dynamométrique, micromètre, pied à coulisses numériques. Quand votre monde perd son centre de gravité, vous restaurez ce que vous pouvez contrôler. Je travaillais sur un algorithme d'optimisation de la production depuis 2019. Cela a commencé comme un projet parallèle, pour résoudre des problèmes de flux de travail, que Sterling refusait de financer pour les réparer. J'ai passé des week-ends à analyser les goulots d'étranglement, sur notre chaîne d'assemblage de systèmes de freinage. J'ai identifié 12 inefficacités critiques. J'ai conçu des solutions logicielles, qui pourraient réduire le temps de fabrication de 40% et réduire le gaspillage de matériaux de 35%. J'avais montré les résultats préliminaires à bras d'une fois, pensant que Sterling voudrait peut-être piloter le système. Travail intéressant, Frank, avait-il dit, en jetant à peine un coup d'œil aux spécifications techniques. Mais nous ne sommes pas positionnés pour des implémentations de systèmes majeurs en ce moment. L'innovation doit être planifiée de manière stratégique. Alors, j'ai continué à travailler dessus. J'ai affiné les algorithmes, j'ai élargi les applications, et j'ai déposé le brevet sous mon propre nom en mars 2020. J'ai utilisé mon propre temps, mon propre ordinateur, et mon propre atelier dans mon garage.
Sterling n'avait rien à voir là-dedans. Le brevet a été accordé en septembre 2022. Brevet américain numéro 11,891,347. Optimisation dynamique de la chaîne de production par l'analyse prédictive des flux. Je l'avais mis dans un classeur, et je l'avais pratiquement oublié. Jusqu'au samedi matin, quand mon téléphone a sonné, à 8h45. Monsieur Walsh, c'est Sandra Powell de chez Autoflow Dynamics à Cleveland. Nous sommes spécialisés dans les solutions d'efficacité de fabrication. Nous avons fait des recherches sur la technologie d'optimisation de la production, et nous sommes tombés sur votre demande de brevet. Nous sommes très intéressés pour discuter d'une acquisition. J'ai failli lâcher ma tasse de café. De quel type d'acquisition parlons-nous? Les droits complets du brevet. Nous sommes prêts à faire une offre substantielle. Est-ce que 1,8 million de dollars serait suffisant pour entamer les négociations? La clé dynamométrique dans ma main m'a soudainement semblé légère, en apesanteur. 1,8 million de dollars. Après 18 ans de chèques de paie réguliers et d'augmentation progressive, je regardais de l'argent réel, du vrai argent. Le genre d'argent qui change une vie. L'argent pour le fonds universitaire. d'Ethan. Êtes-vous intéressé pour donner suite, monsieur Walsh? Mes mains tremblaient légèrement. J'ai ajusté ma clé dynamométrique aux paramètres normaux, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Oui, absolument. Oui. Nous avons parlé pendant encore 25 minutes. Sandra a expliqué que leur entreprise se concentrait sur l'efficacité de la fabrication, à travers de multiples industries. Automobiles, aérospatiales, dispositifs médicaux, biens de consommation. Mon algorithme avait des applications bien au-delà du travail d'assemblage restreint des systèmes de freinage de Sterling. Nous enverrons la documentation préliminaire à votre adresse email, a déclaré Sandra. Notre équipe juridique devra vérifier la propriété du brevet et procéder aux vérifications préalables standards. Mais, en supposant que tout soit en ordre, nous aimerions finaliser cela d'ici 6 semaines. Après avoir raccroché, je suis simplement resté assis dans l'atelier de mon garage, fixant le classeur où j'avais rangé les documents du brevet. Pour la première fois depuis vendredi après-midi, les indicateurs de stress dans ma tête étaient passés au vert. J'aurais dû garder le silence. J'aurais dû attendre que tout soit signé et scellé, mais le lundi matin, debout sur le parking du bureau de chômage, je suis tombé sur Steve Kowalski. Steve était notre délégué syndical chez Sterling. 52 ans, et 23 ans passés à ce poste. Il avait lui aussi été coupé lors de la restructuration de vendredi. Frank, comment tu tiens le coup, mon frère? Steve avait toujours été honnête et direct avec moi. Ancien mécanicien de l'armée, 2 missions en Irak, il comprenait ce que signifiait servir une cause plus grande que soi-même. Nous avions travaillé ensemble sur les problèmes du comité de sécurité, les mises à niveau des équipements, et les procédures de réclamation pour les heures supplémentaires. Si quelqu'un méritait de savoir que de bonnes nouvelles arrivaient, c'était bien Steve. Mieux que prévu, pour être honnête. Tu te souviens de cet algorithme de production que j'ai développé il y a quelques années? Une entreprise de Cleveland veut acheter le brevet pour 1,8 million de dollars. Les yeux de Steve se sont écarquillés. Seigneur, Frank, c'est incroyable. Après ce que Sterling vient de nous faire, tu mérites chaque centime. Nous avons pris un café au McDonald's, de l'autre côté de la rue. Nous avons parlé des licenciements, de l'injustice de tout ça, du fait de regarder des types comme Austin Sterling se pavaner dans des postes qu'ils n'avaient pas mérités. Steve avait encore 3 ans avant d'être éligible à la retraite.
L'indemnité de départ le ferait tenir peut-être 6 mois, s'il faisait attention. Tu sais ce qui me rend vraiment fou, a dit Steve, en remuant son café avec plus de force que nécessaire. Ils ont gardé les consultants. 5 types de chez MC Kinsey, à $300 de l'heure. Chacun, pour nous dire comment fabriquer des systèmes de freinage. Pendant ce temps, ils virent Pet Hoffman, qui perfectionne ce processus d'assemblage. Depuis 20 ans. Pet Hoffman. Je connaissais Pet, c'était un homme bien. Il avait commencé chez Sterling, juste à la sortie du lycée, en 1985. Il avait gravi les échelons jusqu'au poste de contremaître principal, grâce à sa pure expertise et à son dévouement. Pet avait développé une amélioration du contrôle qualité en 2018, qui a réduit les taux de défaut de 23%. Sterling a mis en œuvre son système, 6 mois après son départ à la retraite. Ils ne lui ont jamais donné un centime. Cet endroit a arnaqué de bonnes personnes pendant des années. J'ai dit, ouais, eh bien. Peut-être que maintenant, ils auront la monnaie de leurs pièces. Je me sentais bien de parler à Steve de la vente du brevet. C'était comme si j'avais enfin gagné quelque chose, après des années passées à regarder Sterling profiter des gens, de ceux qui savaient vraiment comment construire des choses. Grosse erreur. Dès le mardi après-midi, la rumeur s'était propagée. C'est comme ça que ça marche, dans une ville comme Détroit, où les gens de l'automobile connaissent les gens de l'automobile. Quelqu'un le dit à quelqu'un, qui le dit à quelqu'un d'autre, et très vite, l'information atteint des endroits que vous n'aviez jamais prévus. Mon téléphone a sonné à 16h30, c'était Brad Sterling. Frank. J'ai entendu une rumeur intéressante à propos d'une affaire de brevet. Nous devons en discuter. Pouvez-vous passer demain à 14h50 ? Quelque chose dans son ton a fait grimper immédiatement mes indicateurs de stress. De quoi s'agit-il, Brad ? Juste quelques formalités administratives que nous devons revoir. Une question administrative. Rien d'inquiétant. Il a raccroché, avant même que je puisse poser d'autres questions. J'ai passé la nuit de mardi, à éplucher tous les documents que je pouvais trouver. Mon contrat de travail de 2005. La demande de brevet de 2020. L'approbation du brevet de 2022. La correspondance avec Autoflow. Tout avait l'air propre et net. L'algorithme a été développé sur mon temps libre, en utilisant mes propres ressources, et dans mon propre garage. Sterling n'avait absolument rien à voir avec ça. Le mercredi à 13h55, je suis entré dans le bâtiment des bureaux principaux de Sterling, pour la première fois depuis le licenciement de vendredi. La réceptionniste a à peine levé les yeux de son ordinateur. Williams. Le garde de sécurité a fait un signe de tête compatissant, mais n'a rien dit. Les couloirs me semblaient différents, maintenant que je n'étais plus censé y être. La salle de conférence de Brad se trouvait au 3e étage, avec des fenêtres qui donnaient sur l'étage principal de production, où j'avais passé la majeure partie de ces 2 dernières décennies. Je pouvais voir la chaîne d'assemblage du système de freinage, fonctionner à environ 70% de son efficacité. Les mêmes problèmes, que j'avais identifiés des années auparavant, ralentissaient toujours les opérations. Brad était là avec James Crawford, l'avocat d'entreprise de Sterling. Crawford avait peut-être 54 ans, il portait un costume cher, une montre en or. Et ce genre de sourire confiant, qui vient quand on gagne des combats contre des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Frank, j'apprécie que vous soyez venu, a dit Brad. Prenez un siège. Crawford a fait glisser un épais dossier sur la table de conférence polie. Nous avons revu votre contrat de travail. Plus précisément les dispositions relatives à la propriété intellectuelle, à la page 12, section 4.
mon estomac est descendu d'environ 3 étages. Toute invention, amélioration ou découverte, faite par un employé pendant son mandat, devient la propriété exclusive de Sterling Automotive Systems, SIL. Se rapporte directement ou indirectement aux intérêts commerciaux de l'entreprise, indépendamment du moment, du lieu ou de la manière dont elle a été développée. La salle de conférence a eu l'air de se vider de son oxygène. Je pouvais entendre la chaîne de production bourdonner à travers les fenêtres, des machines que j'avais aidé à optimiser au fil des ans, et des processus que j'avais améliorés, grâce à une analyse minutieuse et à un raffinement graduel. J'ai développé cet algorithme sur mon temps libre, ai-je dit. Dans mon propre atelier, et avec mon propre équipement informatique. La clause ne spécifie pas le lieu ou les ressources, monsieur Walsh, a répondu Crawford, d'un ton mielleux. Elle spécifie le moment et la pertinence. Vous étiez employé ici lorsque vous l'avez développé. L'optimisation de la production se rapporte directement à nos intérêts commerciaux fondamentaux. Par conséquent, le brevet appartient à Sterling. Brad s'est penché en avant, en essayant d'avoir l'air raisonnable. Frank, nous n'essayons pas d'être difficiles ici. Nous apprécions ce que vous avez apporté. Au fil des ans, nous sommes prêts à vous offrir une commission d'apporteur d'affaires, pour avoir porté cette opportunité à notre attention. Que diriez-vous de 15% 15% de ma propre invention, de 8 mois de travail le week-end, pour analyser des problèmes que Sterling refusait de financer pour les résoudre. Vous venez de me licencier, avec un chèque de $500. C'était une décision commerciale, basée sur des exigences opérationnelles, a dit Brad. Ceci est une chose séparée. En fait, nous sommes assez généreux. 15%. De 1,8 million de dollars, cela fait $270 000. C'est une amélioration substantielle de votre indemnité de départ. Crawford a ouvert un autre dossier. Si vous poursuivez la vente avec Autoflow, sans l'autorisation de Sterling, nous déposerons une demande d'injonction immédiate, et nous réclamerons des dommages et intérêts, pour rupture de contrat et vol d'informations exclusives. Un litige devant un tribunal fédéral pourrait prendre 3 ans, écoutez. Plusieurs centaines de milliers de dollars en frais de justice. Je les ai regardés tous les deux. Brad Sterling, dont le grand-père avait bâti cette entreprise, avec des poignées de main et un respect mutuel, et qui avait hérité d'une affaire construite par des gens, comme la génération de mon père. Des gens qui comprenaient que la loyauté devait aller dans les deux sens. Et James Crawford, qui n'avait probablement jamais mis les pieds dans une usine. Qui n'avait jamais fait de double quart de travail, et qui n'avait jamais manqué le match de baseball de ses enfants, parce qu'une échéance de production ne pouvait pas attendre. C'étaient les personnes qui venaient juste de voler mon avenir. Je dois y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, a répondu Brad, prenez votre temps, mais ne prenez pas trop de temps non plus. Autoflow a probablement d'autres options. Je suis sorti de cette salle de conférence, sachant que j'avais besoin d'aide. D'une véritable aide, le genre d'aide qui vient de gens qui comprennent comment ces combats fonctionnent réellement. Cette nuit-là, j'ai appelé mon frère Shawn. Il était inspecteur de la police de Détroit depuis 16 ans. Un ancien marine. Tout comme moi. Shawn comprenait les systèmes, les procédures, et comment les personnes de pouvoir tentent d'intimider les gens ordinaires, pour qu'ils abandonnent. Frank, il te faut un spécialiste, a dit Shawn, après que je lui ai expliqué toute la situation. Quelqu'un qui gère les droits de l'emploi des anciens combattants, et les fraudes d'entreprise. Je connais une avocate, Carole Martinez, une ancienne avocate générale de la marine. Elle a aidé mon pote Rodriguez, quand Chrysler a essayé de le baiser sur sa pension. Le bureau de Carole se trouvait dans le centre-ville de Détroit, dans un bâtiment en briques brunes reconverti,
près du palais de justice fédéral. Elle avait peut-être 45 ans, un regard vif, une poignée de main fermée. Direct, et cette prestance militaire, que l'on reconnaît immédiatement quand on a soi-même servi. J'ai tout étalé sur la table. Le contrat de travail, la documentation du brevet, la correspondance avec Autoflow, et les menaces légales de Sterling. Elle a lu chaque page attentivement, en prenant des notes sur un bloc-notes juridique jaune. Monsieur Walsh, c'est un défi, mais ce n'est pas impossible. La question clé est de savoir si votre algorithme relève véritablement de la portée commerciale normale de Sterling. Si nous pouvons établir une différenciation suffisante par rapport à leurs opérations standards, nous pourrions être en mesure de contester cette clause de propriété intellectuelle. À quel point cela doit-il être différent? Suffisamment différent, pour qu'une personne raisonnable ne considère pas cela comme faisant partie des compétences de base de Sterling. Dites-moi exactement ce que fabrique Sterling. Des composants pour système de freinage, des étriers, des disques, des plaquettes de frein, quelques pièces de carters de transmission, et des travaux d'assemblage pour les fournisseurs de GM et de Ford. Et votre algorithme? C'est de l'optimisation de chaînes de production. Cela fonctionne pour n'importe quelle opération de fabrication. L'automobile, l'aérospatiale, les dispositifs médicaux, ou encore la transformation alimentaire. Les modèles mathématiques sont indépendants de l'industrie. Carole a hoché la tête, en gribouillant d'autres notes. Cela pourrait jouer en notre faveur. Mais voici ce qui m'inquiète. Combattre cela devant un tribunal fédéral pourrait prendre 3 ans, et coûter 200 000 $ en frais de justice. Il n'y a aucune garantie que nous gagnerions. Mon espoir a commencé à se dégonfler, comme un pneu crevé. Cependant, a-t-elle poursuivi, avant de nous décider sur la stratégie de litige, je dois vous demander quelque chose. Au cours de vos 18 années chez Sterling, avez-vous déjà été témoin de pratiques commerciales douteuses? Quelque chose qui suggérerait un schéma d'exploitation des employés, ou de vol de propriété intellectuelle? J'ai pensé à Pet Hoffman, et à son système de contrôle qualité. À Linda Torres, qui avait identifié un problème de sécurité qui aurait pu faire économiser à Sterling des millions en coûts de responsabilité, seulement pour voir son rapport enterré, et être poussé vers une retraite anticipée. Et à Gary Foster, l'inspecteur de la sécurité, qui avait documenté de multiples violations de l'OSHA, transférées à l'équipe de nuit jusqu'à ce qu'il démissionne. De frustration. Oui, ai-je répondu, plusieurs cas. Le stylo de Carole a cessé de bouger. Est-ce que ces personnes seraient prêtes à me parler? Peut-être. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec mon brevet? Si nous pouvons établir un schéma systématique de vol de propriété intellectuelle et d'exploitation des employés, nous ne nous battons plus seulement pour un simple différend contractuel. Nous serions face à des violations fédérales pour fraude, à un manquement à l'obligation fiduciaire, et possiblement à des accusations de racket, si ce schéma est suffisamment étendu. Au cours des 2 semaines suivantes, Carole a travaillé plus vite que n'importe quel avocat dont j'avais jamais entendu parler. Elle a contacté Pet Hoffman, qui vivait grâce à la sécurité sociale et a de petits boulots à Dearborn, puis Linda Torres, qui travaillait à temps partiel dans un Home Depot à Warren. Et Gary Foster, qui avait enfin décroché un poste dans la sécurité chez Ford. Après 2 ans de chômage. Tous les 3 ont accepté de la rencontrer. Leur histoire était remarquablement similaire. Des employés loyaux, qui développaient des améliorations ou identifiaient des problèmes, pour finalement voir Sterling revendiquer la propriété de leurs idées, tout en les poussant vers la sortie quand il devenait gênant. Carole a également découvert autre chose. Au cours des 15 dernières années, Sterling avait déposé 28 brevets auprès du Bureau américain des brevets.
Sur ce nombre, 19 désignaient Brad Sterling comme inventeur principal. Mais, lorsqu'elle a croisé les dossiers d'emploi et interviewé d'anciens employés, elle a découvert que Brad n'en avait personnellement développé absolument aucun. Il avait simplement attaché son nom au travail d'autres personnes. Monsieur Walsh, je crois que nous avons quelque chose de bien plus important qu'un conflit de contrat, a déclaré Carol, lors de notre réunion 2 semaines plus tard. Je pense que nous sommes en présence d'une fraude d'entreprise systématique, qui s'étend sur plus d'une décennie. Que voulez-vous faire à ce sujet? Carol s'est penchée en avant. Je pense que nous devrions contacter le FBI. Il s'avère qu'escroquer les employés de leur propriété intellectuelle est un crime fédéral, lorsque cela implique le commerce interétatique. Il en va de même pour le vol systématique de salaire. Et de même, pour la falsification des demandes de brevets. La division des crimes en col blanc du FBI s'est montrée très intéressée par Sterling Automotive Systems. Pendant ce temps, j'ai maintenu les négociations avec Autoflow Active. J'ai dit à Jennifer Martinez-Killy avait des complications juridiques en cours de résolution, et je leur ai demandé s'ils pouvaient prolonger leur délai. Ils ont accepté, sentant que cette situation était plus complexe que ce dans quoi ils voulaient être impliqués. Brad Sterling m'a appelé 2 fois pendant cette période, essayant à chaque fois de paraître amical et raisonnable. Frank, j'espère que vous considérez notre offre. 15%, c'est vraiment très généreux. Pour une commission d'apporteurs d'affaires. J'y réfléchis encore, Brad. Eh bien, ne réfléchissez pas trop longtemps. Autoflow a probablement d'autres options de brevet. Ces opportunités n'attendent pas éternellement. Ce qu'il ignorait, c'est que Carol avait déjà contacté le service juridique d'Autoflow pour les informer du litige de propriété. Sandra Powell gardait leur offre ouverte, mais il n'allait prendre aucune initiative, tant que l'enquête fédérale ne serait pas résolue. Le 18 novembre, à 7h30 précise du matin, le FBI a exécuté des mandats de perquisition chez Sterling Automotive Systems. 112 agents, avec des boîtes et du matériel d'investigation informatique. Ils ont saisi les serveurs, les dossiers financiers, les dossiers de brevets, les contrats de travail, les archives. De mai, absolument tout. Brad Sterling et James Crawford ont été emmenés au bureau local du FBI de Détroit, pour y être interrogés. Tous deux ont immédiatement demandé des avocats. L'histoire a fait la une du Détroit Free Press cet après-midi-là, un fournisseur automobile local fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude. Dans la soirée, la nouvelle passait aux informations télévisées locales. Le lendemain matin, elle avait atteint les publications spécialisées du secteur de l'automobile. Mon téléphone a sonné. À 6h45, le lendemain matin. C'était Brad Sterling, et il n'essayait plus du tout d'être amical. Frank, qu'est-ce que vous avez fait, bordel? J'ai parlé à une avocate, Brad. Comme vous me l'aviez suggéré. C'est l'entreprise de ma famille. Mon grand-père a construit cette entreprise à partir de rien. Vous détruisez 50 ans de dur labeur. Votre grand-père traitait ses employés comme des êtres humains. Il comprenait que la loyauté allait dans les deux sens. Vous nous avez traités comme de l'équipement jetable. Nous pouvons encore arranger ça. Nous pouvons négocier un meilleur pourcentage. 25%, voire même 30%. Non, Brad, on ne peut pas. Vous allez détruire 400 emplois. C'est ce que vous voulez? Toutes ces familles. C'est vous qui avez détruit 400 emplois, quand vous avez bâti une entreprise sur des idées volées et sur des vols de salaire. Moi, je ne fais qu'allumer la lumière. J'ai raccroché. Au cours des 4 mois suivants, l'enquête du FBI s'est étendue bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé.
Ils ont trouvé des preuves de 822 millions de dollars de vol de salaire systématique, à travers des violations. Sur les heures supplémentaires, la manipulation des temps de pause, et les exigences de travail non rémunérées. Ils ont documenté 28 cas de vol de propriété intellectuelle, commis à l'encontre d'employés et d'anciens employés. Ils ont découvert des violations de sécurité, qui avaient mis les travailleurs en danger pendant des années, tout cela pour éviter de dépenser de l'argent dans des équipements et des formations adéquats. Le plus accablant de tout, c'est qu'ils ont trouvé des preuves par email, montrant que Brad Sterling et James Crawford avaient planifié systématiquement le vol de propriété intellectuelle, discutant des employés à cibler, et de la manière de structurer le jargon juridique, afin de maximiser leur capacité à revendiquer la propriété des innovations des travailleurs. En mars, Brad Sterling et James Crawford ont été inculpés de 12 chefs d'accusations fédéraux, comprenant la conspiration pour commettre une fraude, le vol de propriété intellectuelle, la violation des lois fédérales sur le travail et la fraude postale. Sterling Automotive Systems s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Tous les actifs ont été gelés, en attendant l'enquête fédérale. 340 employés ont perdu leur emploi immédiatement. L'usine a fermé. Le parking, où j'avais reçu ma lettre de licenciement, est devenu un asphalte vide, avec des mauvaises herbes qui poussaient à travers les fissures. Je me sentais terriblement mal, à propos de ces pertes d'emploi. C'était de bonnes personnes, mes anciens collègues, qui n'avaient rien à voir avec les crimes de Brad, mais Carol m'a rappelé quelque chose d'important. L'entreprise avait été bâtie sur la fraude, dès le début. Elle allait finir par s'effondrer de toute façon, quand les frais de justice allaient les rattraper. Au moins, maintenant, la vérité avait éclaté, et la justice était en marche. En avril, Autoflow a renouvelé son offre pour mon algorithme de production. 1,8 million pour l'intégralité des droits de brevet, plus un accord de consultation. Si j'étais intéressé. Cette fois, il n'y avait personne pour m'empêcher de dire oui. J'ai signé les papiers le 15 avril. Après les impôts fédéraux et ceux de l'État, plus les frais d'avocat de Carol, j'ai empoché 1,31 million de dollars net. De l'argent réel. L'argent qui change une vie. La première chose que j'ai faite, a été de créer un fonds pour les études d'Ethan. 400 000 dollars sur un compte d'épargne études 529. Les frais de scolarité en ingénierie au Michigan, le logement et la nourriture, les livres, absolument tout était couvert, avec même de l'argent en reste pour des études supérieures, s'il le souhaitait. Quand je le lui ai dit, nous travaillions sur sa voiture dans mon garage, et je lui apprenais comment calibrer correctement une clé dynamométrique. Papa, c'est incroyable. T'es sérieux? Le plus sérieusement du monde. Ton avenir est assuré. Concentre-toi sur tes études et sur le baseball. Tout le reste est pris en charge. Ethan m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu dans ses yeux depuis avant le divorce. Du respect, de la fierté, comme si son vieux avait réellement accompli quelque chose qui valait la peine d'être célébrée. J'ai donné 75 000 dollars à mon frère Shaun pour l'aider à payer les factures médicales de sa fille. Elle se battait contre une leucémie depuis 2 ans, et les coûts du traitement écrasaient les finances de leur famille, malgré son assurance de la police. Shaun a essayé de refuser. Frank, c'est trop. La famille prend soin de la famille, point final. Cependant, l'argent n'était même pas la meilleure partie de l'histoire. Le meilleur, c'est ce qui est arrivé à mes anciens collègues, lorsque le recours collectif contre la succession en faillite de Sterling a abouti. Pete Hoffman a obtenu 850 000 dollars de dommages et intérêts, pour son système de contrôle qualité que Sterling avait mis en place, et dont ils avaient profité pendant 5 ans. Pete a utilisé l'argent pour lancer une petite entreprise de conseil, aidant
D'autres fabricants à mettre en œuvre des améliorations de la qualité. Il a embauché 3 anciens employés de Sterling. Linda Torres a reçu 600 000 $ pour les protocoles de sécurité que Sterling avait enterrés. Elle est retournée à l'école, a obtenu sa maîtrise en sécurité industrielle, et a décroché un poste au sein de la division de sécurité d'entreprise de Ford, gagnant le double de ceux que Sterling lui avait jamais payé. Gary Foster a récupéré son poste chez Ford, en plus d'un règlement de 300 000 $ pour licenciement abusif et représailles. Il est maintenant inspecteur principal de la sécurité, pour leur usine de Dearborn, mettant en œuvre ces mêmes améliorations que Sterling avait refusé de considérer. Steve Kowalski a trouvé du travail chez un fournisseur de General Motors à Warren, gagnant 35% de plus que ce que Sterling lui payait. Quand il m'a appelé pour m'en parler, on aurait dit une autre personne. Tu sais ce qui est drôle, Frank? J'étais terrifié quand Sterling s'est effondré. Je pensais que ma carrière était finie, à 52 ans. Mais ce nouvel endroit écoute vraiment les travailleurs expérimentés. Ils appliquent nos suggestions. Ils partagent le mérite pour les améliorations. Ils nous traitent comme des êtres humains, au lieu de nous voir comme des pièces remplaçables. Tu aurais dû partir il y a des années, ai-je dit. Nous aurions tous dû le faire. Mais parfois, il faut quelqu'un qui soit prêt à se battre, pour te montrer que se battre est possible. Et Brad Sterling, lui, il a tout perdu. L'entreprise, l'argent, l'abonnement au country club, et la grande maison à Birmingham. Sa femme a divorcé 6 mois après son inculpation. Le procureur fédéral lui a proposé un accord de plaidoyer, avec 5 ans dans une prison à sécurité minimale, s'il témoignait contre d'autres entreprises utilisant des pratiques similaires. Il a refusé. Il est allé en procès, et a été reconnu coupable sur 8 des 12 chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 12 ans de prison fédérale. Il purge actuellement sa peine, à l'institution correctionnelle fédérale de Milan, à environ 40 miles de l'usine Sterling, qui portait autrefois le nom de sa famille. J'ai 47 ans, maintenant. Je vis dans le même appartement à Southfield, mais j'ai acheté l'unité d'à côté. Et je l'ai converti en un véritable atelier. Ethan vient tous les week-ends, et nous travaillons sur des projets ensemble. De vrais projets d'ingénierie, pas seulement de l'aide pour les devoirs. Je lui enseigne la précision, la mesure et le contrôle qualité. Des compétences qui comptent. Le mois dernier, j'ai lancé une entreprise de conseil, Walsh Production Solutions. J'aide les petits fabricants à optimiser leur flux de travail, en utilisant ces mêmes algorithmes que Sterling a essayé de voler. Autoflow m'a embauché comme consultant principal, pour les applications automobiles. Je gagne plus d'argent en 6 mois, que ce que Sterling m'a payé en 2 ans. Mais, plus que cela, je travaille avec des entreprises, qui valorisent l'innovation, partagent le mérite, et traitent leurs employés comme des partenaires, au lieu de les voir comme des problèmes à résoudre. Je pense parfois à ces 18 années passées chez Sterling. À toute cette loyauté que j'ai donnée, à des gens qui me considéraient comme jetable. À toutes ces heures supplémentaires, aux événements familiaux manqués, et aux urgences du week-end. Qui n'étaient jamais vraiment des urgences. À toutes ces fois où je suis resté silencieux, alors que j'aurais dû parler haut et fort. Carole Martinez m'a dit quelque chose, lors de notre première rencontre, que je n'oublierai jamais. Frank, il y a une différence entre la loyauté et la servitude. La loyauté est mutuelle. La servitude, c'est de l'exploitation. Déguisée en vertu. Elle avait raison. J'avais passé 18 ans à servir des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de me rendre l'appareil. Les appels manqués de Brad Sterling ont commencé en mai, et se sont poursuivis tout l'été. 47 appels au total,
avant que je ne finisse par bloquer son numéro. Il a laissé des messages vocaux, me suppliant de lui rendre visite en prison, de témoigner en sa faveur, et de l'aider à faire appel de sa condamnation. Il disait que 18 ans de collaboration, cela devait bien compter pour quelque chose. J'ai supprimé chaque message, sans jamais les écouter jusqu'à la fin. Car, voici ce que j'ai appris de mon passage chez les Marines, et de mes années sur les chaînes de production. Parfois, le plus grand acte de loyauté consiste à refuser d'aider ceux qui ont prouvé qu'ils ne le méritaient pas. Parfois, se protéger ne consiste pas à construire des murs autour de soi. Il s'agit de s'assurer que les personnes qui viendront après vous ne seront pas blessées de la même manière. Parfois, après 18 ans passés à être sous-évalués et ignorés, la chose la plus satisfaisante n'est pas la vengeance, c'est la justice. Et, la chose la plus importante n'est pas de prendre sa revanche, mais de s'assurer que le système qui a permis ces abus soit exposé et changé. Si vous lisez ceci, et que vous avez investi 15 ou 20 ans de votre vie dans une entreprise qui vous traite comme Sterling m'a traité, je veux que vous compreniez une chose. Votre loyauté n'est pas récompensée, elle est exploitée. Votre expérience n'est pas valorisée, elle est considérée comme des frais généraux coûteux. Vos innovations ne sont pas appréciées, elles sont juste des opportunités, pour que quelqu'un d'autre s'en attribue le mérite, et en tire profit. Vous pensez que vous n'avez pas les moyens de vous défendre, mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire. Documentez tout. Gardez des traces. Connaissez vos droits. Trouvez des alliés, qui comprennent que vos connaissances et votre dévouement ont une valeur bien au-delà de ce qui apparaît sur un rapport de revenus trimestriel. Et rappelez-vous, il y a une différence entre construire quelque chose, et s'attribuer le mérite de ce que d'autres ont construit, entre gagner le respect, et l'exiger, et entre la loyauté, et la servitude. Les personnes pour lesquelles il vaut la peine de travailler comprennent cette différence. Celles qui ne la comprennent pas, ne méritent tout simplement pas vos meilleures années.